C'est généralement assez fastidieux de se présenter soi-même, mais quand c'est requis, on n'hésite pas. Je dirais simplement que Sylvestre Lebel Nyek est un Camerounais qui est l'aîné d'une famille de 4 enfants, qui est marié et père de 4 enfants, et qui est chef d'entreprise forestière, mais également chef d'un cabinet d'intelligence économique et financière. Voilà à peu près ce que je pourrais dire plus facilement. Mais également, je suis un acteur de la société politique, mais également quelqu'un qui fait dans le mouvement associatif, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts de l'une des corporations à laquelle il appartient. Je suppose que ce n'est pas satisfaisant pour vos téléspectateurs, mais c'est le plus que j'ai envie de dire de moi-même. À charge pour ceux qui nous suivent de faire des recherches et d'en trouver un peu plus. Je suis effectivement le président du groupement des acteurs du secteur forestier du Cameroun. Maintenant, qu'est-ce que c'est? J'étais au départ secrétaire du syndicat des forestiers nationaux jusqu'en 2015. Me rendant compte que le syndicat a pour principal la défense des intérêts des membres, il m'est venu à l'idée à la fois de participer à l'élaboration des politiques forestières du Cameroun et donc de ne plus être absolument opposé au gouvernement. C'est ainsi qu'avec un certain nombre de confrères, d'amis, mais également des fonctionnaires de l'administration forestière, nous avons mis sur pied le groupement des acteurs secteur forestier du Cameroun. Mais il faut également dire entre autres que j'ai été pendant pratiquement 5 ans le président de l'interprofession de la filière bois du Cameroun qui regroupait en son temps tous les acteurs du secteur. Maintenant, le GAFC, puisqu'il s'agit de ça, est un groupement patronal, mais qui diffère d'un syndicat qui ne se fixe pas pour objectif seulement que de défendre les intérêts. Nous voulons être acteurs de la mise en place, même de la définition de la politique forestière nationale. Et je dois reconnaître que depuis on fonctionne, nous avons été toujours présents et d'ailleurs invités par l'administration forestière chaque fois qu'il s'agit de définir, mais également de mettre en œuvre une politique ou des outils au service de la profession forestière, donc au service de la croissance économique nationale et donc de la création de richesses et des emplois. La principale mission du groupement est, je peux dire, d'abord de former ou de capaciter tous les acteurs afin qu'ils s'approprient de la législation en vigueur. C'est la première chose. Vous savez, plusieurs personnes entrent dans un secteur sans s'être appropriées au préalable des différentes législations en vigueur. On a d'abord ça comme motif de fonctionnement. La deuxième chose, c'est d'accompagner par des propositions concrètes, quelquefois contraires à la politique gouvernementale, la mise en œuvre de la politique du secteur forestier. Il est arrivé qu'on ne soit pas en phase avec une directive gouvernementale. Nous avons pris la peine de saisir le gouvernement à travers son ministère y dédié et de dire ce que nous pensions. Donc, grosso modo, si je peux me résumer, c'est d'abord de permettre à tous les acteurs de s'approprier de la législation forestière en vigueur, de défendre leurs intérêts, mais également d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de la politique forestière nationale. Le groupement continue le développement du pays à travers les entreprises qui sont membres. Vous savez, une entreprise, c'est une initiative privée, mais qui quelquefois assure des missions de service public. Je rappelle que lorsqu'on éduque des Camerounais, lorsqu'on les capacite, c'est du rôle, c'est un principe public. Maintenant, à travers la création des emplois, à travers l'investissement que nous faisons, à travers la question des richesses et les impôts que nous payons, nous contribuons à notre niveau au développement de notre pays. Bon, je suppose que vous parlez d'engagement personnel. D'abord, je me suis dit,
je suis un privilégié de la vie. C'est-à-dire, j'ai eu la chance de faire des études relativement bonnes, d'entrer dans un secteur où il ne faut pas absolument être diplômé d'une école de commerce ou d'une université pour entreprendre. Et donc, l'engagement que j'ai pris, c'est de ne pas laisser ceux qui viennent après moi souffrir des problèmes dont j'ai souffert, notamment le problème de financement, le problème de capacitation en matière de législation, mais également l'accompagnement de ceux qui sont avec nous dans le groupement, de la mise en œuvre de leurs entreprises afin de permettre... Nous faisons les business plans pour les entreprises, nous les accompagnons dans l'exécution lorsqu'ils ont des titres d'exploitation, même dans la recherche des partenariats. C'est ce qui nous a manqué avant et nous voulons participer à notre niveau à l'émergence du secteur à travers les trois choses dont je viens de vous parler, notamment la recherche des financements, la capacitation et l'accompagnement technique lorsque quelqu'un veut investir dans notre secteur. Bon, disons que dire que le gouvernement n'accompagne pas du tout serait être de mauvaise foi, mais le gouvernement n'accompagne pas suffisamment, tout au moins comme on l'aurait souhaité. Vous savez, actuellement nous sommes dans un processus de transformation plus poussé du bois. L'impression que nous avons en tant que groupement, c'est que le gouvernement menace de s'arrêter à édicter les règles, mais sans accompagnement. Les règles, ça veut dire que le gouvernement met en place la réglementation. Je parle notamment de l'arrêt progressif des exploitations des bois en grune, mais sans véritablement accompagner le secteur dans la mise en place d'une véritable industrie qui puisse demain créer plus d'emplois, plus de richesses, et donc plus d'opportunités et une plus-value pour, je peux dire, la chaîne de valeur du secteur. Ce qu'on aurait donc souhaité, c'est qu'au-delà des règles, au-delà des facilités douanières qui sont aujourd'hui en réalité théoriques, mais également que l'État s'engage à investir et à s'appuyer sur le volet, je peux dire, fiscal pour permettre au secteur de s'industrialiser véritablement afin de pousser plus loin la transformation du bois de manière que d'ici une dizaine d'années, que seuls les produits finis originaires venant du bois puissent sortir de Cameroun et non plus ni le grune ni les planches. Bon, disons que pour ceux qui ne le savent pas, je suis un militant de l'Union des populations du Cameroun depuis exactement 32 ans. J'y suis entré pas par nostalgie. Moi, j'ai la chance de n'avoir pas vécu la clandestinité, mais également de n'avoir pas directement souffert de la clandestinité de mes parents. J'y adhère par principe parce que j'ai lu le premier Camerounais qui, de mon point de vue, a théorisé la réunification de l'indépendance de ce pays, Ruben Onyobe. Je me suis donc engagé dans ce parti pour essayer de suivre ses pas. Est-ce que ça me réussit et ça ne réussit pas? J'en sais rien. Dans tous les cas, je suis un militant du PC véritablement engagé et qui, au-delà d'être un opposant politique, comme on l'appelle partout, est également quelqu'un qui accompagne les politiques de son pays, qui est au service de son pays et qui entend apporter une alternative au système en place. Je conseillerais les deux, pour la simple raison que dans la vie, la politique est ce qu'on appelle la suprastructure. Les autres, l'entrepreneuriat, étant des infrastructures. Il faut absolument, si un jeune ne participe pas au choix de ses dirigeants, il va démissionner de la définition des politiques publiques qui amènent le pays au développement. C'est pour ça que je peux conseiller aux jeunes d'adhérer massivement en politique. Pas absolument d'être militant, hein. Je dis adhérer en politique, ça veut dire que ne pas laisser les gens voter à leur place, s'inscrire de manière que lors des différentes consultations électorales, que les jeunes puissent donner de la voix, choisir leurs dirigeants locaux jusqu'aux dirigeants nationaux. Maintenant, sur le plan entrepreneurial, je dis l'entrepreneuriat n'est pas réservé à ceux qui ont échoué ailleurs. L'entrepreneuriat doit rester quelque chose qui participe d'un choix. Malheureusement, c'est un choix assez difficile parce que le premier frein auquel un jeune se heurte lorsqu'il veut entreprendre, ce n'est pas seulement le financement, c'est d'abord, je peux dire, la connaissance. Et c'est ce qui manque le plus. On peut avoir un doctorat, je ne sais pas moi en quelle matière, et ne pas pouvoir entreprendre. Il faut donc se capaciter dans le secteur dans lequel on voudrait investir. La deuxième chose, évidemment, c'est le financement. Et c'est pour ça que nous avons mis en place le groupement de manière que, au fur et à mesure, nous allons recenser les problèmes qui minent l'entrepreneuriat et apporter des solutions, quitte à ce que nous montrons acteurs des solutions ou alors à faire appel au gouvernement, au financement international, de manière que
les jeunes qui s'engagent dans l'entrepreneuriat puissent ne plus souffrir de ce dont on a souffert hier. Je prends un exemple. Un jeune est capable de travailler de chercher l'emploi pendant 5 ans, de faire le même concours 3 fois ou 4 fois ou 5 fois, de travailler pendant 30 ans pour aller à la retraite, mais quelquefois ils sont très peu à pouvoir s'engager et à souffrir pendant 5 ans pour mettre en place une véritable entreprise. C'est ça le problème. Donc, je dois encourager la jeunesse à savoir que l'État ne peut plus utiliser tout le monde, mais l'État met les règles, assure la réglementation, je peux dire la régulation. Il appartient aux jeunes de pouvoir entreprendre. Entreprendre ne veut pas dire absolument sortir d'une grande école ou avoir beaucoup d'argent. Chacun doit choisir un projet à partir du milieu social où il vit et pouvoir le mettre en place. Évidemment, la matière première de l'entrepreneur, c'est la patience. Disons que l'Afrique en général sort d'un modèle économique à nous imposé par l'Occident à un moment donné. L'Afrique était le continent qui devrait produire la matière première. Ces matières ayant été choisies par l'Occident et exportées vers le même Occident, qui après transformé pour envoyer ça sous forme de matière manufacturée en Afrique. Depuis les années 80, 90, 2000, il faut reconnaître qu'un ensemble de chefs d'État s'est engagé dans la transformation structurelle de l'économie, de manière qu'on commence à transformer progressivement ce que nous produisons, mais également qu'on commence à produire beaucoup plus ce qu'on choisit, notamment ce qu'on consomme nous-mêmes. Et ce n'est pas facile. Ça arrive malheureusement au moment où la plupart des États africains sont en ajustement structurel et donc ne disposent pas de tous les outils, de tous les moyens pour accompagner l'entrepreneuriat. Mais il faut dire qu'il faut être critique au sens positif et pas au sens de décourager. Ce que je voudrais dire à ce sujet, je voudrais quand même dire que l'État fait déjà quelque chose, ce n'est pas assez. Personne n'en fait d'ailleurs assez. Il faut encourager l'État à continuer à créer ses propres dragons dans tous les pays du monde, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie. C'est l'État qui a fabriqué ses propres dragons. Au moins, on vous apprend à voler de manière que lorsque les ailes grandissent, vous volez vous-même. C'est ce que je peux dire. La vision dont j'ai de l'économie, de l'entrepreneuriat en Afrique, c'est qu'elle est embryonnaire, pourtant tout est à faire. Et je voudrais en appeler aux différents États à accompagner leurs entreprises. Évidemment, le choix va être difficile, mais il y a des gens qui ont déjà des prérequis. Si vous voulez des entreprises, il faut les classifier, il faut également, je peux dire, il faut faire la chaîne de valeur et apporter les accompagnements nécessaires à chaque chaîne de valeur. Le plus étant de créer plus d'emplois pour éviter que nos jeunes ne meurent en allant chercher le mieux vivre en Occident, dans la Méditerranée, et que nos cerveaux, quelquefois, ne servent pas leur pays. Lorsque nous aurons fait ça, je pense que l'Afrique sera le pays, le continent de demain. Le conseil que je peux donner aux jeunes, mais pas seulement aux jeunes, tous ceux qui peuvent être tentés par l'entrepreneuriat, c'est de savoir mettre sur pied une entreprise avec la patience que cela nécessite, de s'y consacrer et de se former sans cesse. Les financements peuvent ne pas être disponibles aujourd'hui, mais il y a des fonds qui cherchent des projets à financer pendant qu'il y a des projets qui cherchent le financement. Lorsqu'on aura mis les deux ensemble, je pense que ça va prospérer. Donc en résumé, un entrepreneur doit se former sans cesse, maîtriser la réalisation de son secteur, mais également investir dans des domaines qui ne sont pas aussi compliqués. Lorsque vous vivez en Afrique, vous pouvez constater que nous sommes un pays qui se nourrit beaucoup plus de ce qui vient à l'extérieur, notamment le riz. On a les habitudes alimentaires. L'entrepreneuriat agricole, c'est l'Afrique de demain. Il faudra qu'on sache que l'Afrique ne produit même pas la moitié de ce qu'elle consomme. Donc c'est le premier secteur dans lequel il faut investir. Parce que théoriquement en économie, il faut savoir que dans un pays essentiellement agricole, vous n'arrivez jamais au service si vous n'avez pas développé votre agriculture, que devienne l'industrie agricole et qui plus tard crée des services financiers qui refinancent le secteur. C'est un peu le genre d'économie circulaire. On part du potentiel réel que nous avons, on le transforme, qui crée de la richesse, ça crée des services financiers, vous ne pouvez pas appeler ça banque ou microfinance. Et lorsque vous avez assez d'argent, vous refinancez le cycle. Évidemment, les nouveaux vecteurs aujourd'hui de l'économie en Afrique semblent être les mines. Mais il faut dire qu'en matière de mines, l'Afrique a le potentiel, mais n'a pas encore la technologie nécessaire pour pouvoir agir seule. C'est donc on appelle au gouvernement à pouvoir nouer des partenariats, pas seulement au service de ceux qui viennent investir, mais pour le bénéfice aussi des populations que le bon Dieu a bien voulu placer en Afrique.